on comprend assez rapidement que les gens étaient prisonniers. Je me suis dit, mais voyons, ça se peut pas. C'est quelque chose qu'on ne pense pas qu'il est possible ici. C'est des collègues à Montréal qui m'ont appelé, qui m'ont réveillée en plein milieu de la nuit. C'était très clair dès le début. C'était notre affectatrice, Rosalie Gosselin-Couture, qui m'a réveillé et qui me dit d'un ton intense, « Denis, il faut que tu viennes au bureau, il y a un incendie à l'île Verte. » J'ai dit « Denis, dépêche-toi, il faut que tu t'habilles. Denis, on me parle d'une trentaine de morts. » Puis je me souviens très bien, il dit « 30 morts! 30 morts! » Je me souviens, il y avait un énorme panache de fumée. On le voyait assez loin. Puis en arrivant sur les lieux, là, c'est l'odeur. L'odeur de la fumée. Puis une espèce de silence aussi. L'image est forte, mais j'avais l'impression de me retrouver devant un immense squelette de glace. Ce qui m'a saisi, c'est le château de glace qui était devenu l'édifice, puis la fumée qui se dégageait, là, les vapeurs d'eau. Là. La première chose que je dois faire comme caméraman, c'est de me dépêcher pour avoir des images. Je suis le premier arrivé, puis c'est ce qu'on attend de moi. Fait que tout de suite, je me mets au travail, puis je recherche les images qui sont symboliques, qui sont révélatrices de ce qui se passe, sans toutefois me montrer directement l'incendie, puisque de toute façon, il n'y a plus de flammes. Puis on évite de montrer directement des victimes, évidemment. Mais ce qu'on veut montrer quand même, c'est l'ampleur de tout ça. Puis il y avait une chaise roulante tout croche dans le banc de neige qui avait comme été mis là, garoché là, si je peux dire, puis ça m'avait saisi, tu sais, c'était comme un symbole fort de ce qui se passait. Là. Puis là, c'est OK, il faut que je sois en onde tout de suite parce que je viens juste d'arriver, mais le cellulaire ne fonctionne pas. On essaie de faire quelque chose avec Toronto, la ligne coupe. Donc là, je vois juste devant la résidence, il y a une maison. Je cogne à la porte. Madame Soucy m'ouvre la porte. Je dis, est-ce que je peux emprunter votre téléphone, s'il vous plaît? Puis je fais le premier direct. On se pose pas de questions dans ce genre de journée-là. On fonce. C'est comme si il n'y a plus rien d'autre qui existait que le travail qu'on est en train de faire en équipe. Puis souvent, on oublie de manger parce qu'on est tellement pris par ce qu'on fait, on est tellement omnibulé par la situation. On essaie d'avoir des réponses. À partir de ce moment-là, ça a été une couverture presque aux heures, pendant 3-4 jours. Dans une tragédie comme celle-là, on rencontre des gens ordinaires qui posent des gestes extraordinaires. J'avais jamais pensé qu'un jour je passe au feu. L'homme de la journée que tout le monde recherchait, c'était un homme qui a réussi à sauver 3 femmes dans la partie la plus moderne là, de la résidence. Puis, cet homme-là, c'est un homme de 84 ans. Son nom, c'est Arnaud Côté. Et cet homme-là avait réussi à sortir... je ne sais pas comment, parce que les 3 femmes étaient en marchette, ses 3 voisines, puis il a réussi à les réveiller puis à les aider à sortir en les tirant. Moi, j'ai vu des familles extraordinairement courageuses, Les gens acceptaient de nous parler. Ça m'a toujours un peu troublé parce qu'on entrait, il y avait tellement de médias de présents, et on entrait dans leur vie privée. Et ils vivaient, j'ai appris là, à l'île Verte, que des gens qui vivent un drame comme celui-là vivent 3 drames. C'est que le premier drame, c'est la mort d'un être cher, tu sais, comme on peut tous vivre. Mais là, c'est la mort d'un être cher dans un contexte de violence, hein, un incendie, un terrible incendie. Et c'est un drame collectif. C'est que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas une famille, vous avez 32 familles qui sont touchées dans un tout petit village. J'ai fait mon entrevue avec Mme Michaud qui était bouleversée parce qu'elle habite juste en face. Toute la nuit, ce qui l'a réveillée, c'est son mari qui l'a réveillée. Le feu, le brasier, les hurlements. Tu sais, elle a entendu les gens mourir, puis elle les a vus de sa fenêtre. Toute la nuit, ça brûlait. Puis c'est un peu ça qu'on réalise. Quand j'ai fait cette entrevue-là, j'ai fait « Mon Dieu, c'est donc bien horrible ». Je pensais aux gens qui avaient perdu la vie puis à leur famille. Puis,
En discutant au fil du temps avec les gens, souvent les gens me disent « Mais quel ton on choisit? » On le choisit pas. On le vit, nous aussi, là, on est des humains. Alors, j'ai rien choisi, puis j'ai rien... je me suis pas dit à quoi je vais pouvoir penser. C'était aussi dramatique pour nous, là. On est de retour, bien sûr, en direct de l'île verte pour vous raconter un peu cette journée terrible. Peut-être au 3e jour après l'incendie, j'oublie exactement, ils nous ont ouvert les portes, ils nous ont permis à la presse d'accéder au site. Et ça a été vraiment dramatique. On a eu l'impression de se retrouver face à un champ de débris et de suie. Et à 4 pattes, agenouillés, il y avait de très nombreux pompiers avec leur uniforme jaune qui était pratiquement noir en raison du travail qu'ils faisaient. Et là, ils cherchaient des débris qui, en fait, c'était des preuves d'ADN parce que les gens ont été calcinés. Alors ça, c'était une image, on a l'impression vraiment de se retrouver. C'était pas une résidence incendiée, c'était un sanctuaire. Et on a vu le courage aussi. Je me souviens d'une enseignante qui, à un moment donné, les cours ont repris. Ça, c'était un moment intéressant. Lorsque l'école a rouvert ses portes, je pense que c'est 2 jours après l'incendie, et cette enseignante-là nous disait « La vie reprend et la vie continue. La vie continue. » Il y avait beaucoup d'espoir. Ça fait longtemps, mais c'était quelque chose. Et de voir les enfants. À un moment donné, après un point de presse des pompiers et de la police, il y a l'artiste Chloé Sainte-Marie, que tout le monde connaît, là. Elle est très attachée à cet endroit-là. Elle est arrivée juste après le point de presse avec un de ses amis, un collègue qui est guitariste. Puis ils ont juste dit bon, ben pendant que tous les médias sont ici, on va faire une chanson. Tu sais. Puis ils ont commencé à chanter une chanson qu'ils avaient composée en l'honneur des résidents de la résidence du Havre. Mais je me rappelle, j'avais dit hey, c'est comme si le temps s'est arrêté pendant 2 minutes, c'est quand elle a joué sa chanson. En deuil de tous ceux qui viennent de partir. Et là, on est retourné là-bas pour les funérailles, puis ça faisait du bien parce que j'avais eu l'impression, c'est niaiseux, mais j'avais eu l'impression d'avoir abandonné le monde de l'île verte que j'avais rencontré. C'était quand même un beau moment. Je pense que tout le monde s'est rassemblé. Ce qui était difficile avec l'île verte, c'est qu'on ne savait pas ce qui s'était passé. On ne connaît pas la source du feu, puis on espérait qu'avec la commission, on aurait des réponses. Le problème, c'est qu'on n'en a pas eu. Lors de cette enquête-là, qui a duré à peu près 2 semaines, il y avait tellement d'éléments, il y avait... Tu sais, c'était pas un concours de circonstances où tu as 3-4 éléments qui font que ça s'est mal passé. Il y avait des douzaines de choses qui avaient été négligées et qu'on n'avait pas fait attention, des règles qui avaient été brisées. On n'avait juste jamais pensé que quelque chose comme ça pouvait se passer. Nous, en journalisme, on parle de lead. C'est quoi la nouvelle du jour? J'en avais 3 potentiels à chaque jour. Pascal Paquin de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a livré un témoignage, c'était troublant. C'était un homme d'un grand courage qui a voulu sauver des gens et qui s'est confronté à l'impossibilité de les sauver. La porte d'entrée était barrée, les échelles étaient trop courtes pour accéder au balcon. Alors, il a voulu sauver des gens et il n'en avait pas les moyens. Et son témoignage était, oh mon Dieu, quel témoignage! Il y a eu l'écoute des enregistrements du 911. Les pires moments, c'est la quinzaine de secondes où le téléphone sonne à la centrale 911. C'est l'agence privée qui était responsable du système d'alarme de la résidence. Et le préposé téléphone au 911, et là, ça prend une quinzaine de secondes avant que le 911 réponde. Oui, bonjour, c'est centrale de contrôle d'alarme pour une alarme d'incendie. Attendez-moi un instant, monsieur. Et là, pendant 33 secondes, il y a un silence. Et là, au moment où on écoute ça, on sait que l'incendie fait rage, là. On espérait tellement des réponses, comme les gens de la communauté. Ce que les experts en sinistre ont réussi de mieux à faire, c'est de déterminer que l'incendie a pris naissance dans le secteur de la cuisine. Pas dans la cuisine, dans le secteur de la cuisine. C'est le mieux qu'ils ont pu faire compte tenu de l'importance de la destruction. L'enquête du coroner n'a pas pu le déterminer.
La presse n'a pas pu le déterminer non plus, les témoins non plus. Alors, on ne le sait pas. Et ça reste une espèce de boulet à traîner. Cet événement-là s'est différencié des autres que j'ai fait dans ma carrière par à peu près tout point de vue, là. Dans le sens que ça a été une couverture extrêmement longue, dans le temps, extrêmement difficile psychologiquement, physiquement. Et puis, c'est un drame humain. J'avais jamais vécu un drame humain collectif comme celui-là. La communauté de l'Île Verte a refait, juste à côté de l'église, une sorte de mémorial avec les noms des gens qui sont décédés. Moi, j'ai tenu à y aller comme simple citoyenne, finalement. C'est 32 ans à nous protéger. Pour moi, c'est important pour continuer de comprendre ce qui se passait dans la communauté. Puis j'espère en tout cas que les gens de l'Île Verte voient que les journalistes avaient vraiment à cœur de dire ce qui se passait sans faire un spectacle. Même ce matin, nos belles érables nous ont joué un tour. 5 ans plus tard, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est tout le chemin qui a été parcouru pour la mise aux normes des résidences pour personnes âgées, pour la formation pour les pompiers volontaires, pour le nombre de préposés dans les résidences pour personnes âgées, le nombre de gicleurs, puis une prise de conscience peut-être collective sur la façon dont on veut traiter nos personnes âgées aussi.